Parlons-en et on en parle comme vous le voulez, sans déroger aux règles d'éthique et de déontologie. Parlons-en, une émission qui aborde vos préoccupations avec des spécialistes. Parlons-en et on en parle comme vous le voulez et sans déroger aux règles d'éthique et de la déontologie. Laila Bari conduit cette émission à la technique. Tierno Alfebrema Baldi ici à la présentation. Bonsoir, vous êtes à l'écoute de votre émission hebdomadaire Parlons-en. Elle vous parvient tous les mardis à partir de 16h00. Merci de votre fidélité renouvelée à Lynx FM 91.00. Cette émission est une rediffusion. Aujourd'hui, notre débat va porter sur la migration et sur les conditions de vie et d'études des Guinéens en Turquie. Pour parler de cette actualité, je reçois M. Hamidou Kalaba, un membre du bureau point focal des ressortissants guinéens en Turquie. Bonsoir, M. Kala. Bonsoir, M. Baldé, vous allez bien? Ça va, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent intervenir en direct dans cette émission en appelant le 621 222 222 pour poser des questions à notre invité. Kerno Alpha Ibrahima Baldé vous donne rendez-vous tous les mardis de 16h à 17h dans Parlons-en. Une émission qui aborde vos préoccupations avec des spécialistes. Parlons-en et on en parle comme vous le voulez, sans déroger aux règles d'éthique et de déontologie. Parlons-en, une émission qui aborde vos préoccupations avec des spécialistes. Parlons-en et on en parle comme vous le voulez et sans déroger aux règles d'éthique et de la déontologie. C'est tous les mardis quand il est 16h00 dans le studio 2212 de Lynx FM. Notre invité aujourd'hui, Hamidou Kalaba, membre du bureau point focal des ressortissants guinéens en Turquie. Bonsoir à nouveau, Monsieur Kala. Bonsoir. Vous êtes dans cette émission, parlons-en, vous étudiez en Turquie. Pourquoi le choix de ce pays, de Erdogan? Effectivement, merci encore une fois de l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer sur les ondes de la radio Lynx FM. Je profite donc de cette occasion pour saluer vos millions d'auditeurs qui nous suivent en ce moment. Il faut dire que j'ai choisi la Turquie, le choix sur la Turquie n'était pas un fait du hasard. Quand j'ai reçu mon bac en 2013, donc j'ai commencé l'université ici à Conakry, dans la faculté de droit de l'université Nango-Conakry. Et entre-temps, puisque j'avais toujours ce désir ardent, de parfaire mes connaissances à l'étranger, j'ai donc décidé de partir et c'est à l'issue de cette décision que je me suis donc lancé dans les démarches. J'ai essayé d'appliquer à travers l'Internet pour m'inscrire au compte des bourses de la Turquie. Il faut dire que c'est une bourse qui est financée à part entière par le gouvernement turc. Donc je me suis dit qu'il fallait saisir cette opportunité et le choix repose en grande partie sur la panoplie de formations dont dispose ce pays. Vous savez, la Turquie est présentement, c'est un pays qui est en voie de développement, c'est un pays émergent, c'est un très grand pays et son système éducatif est très très performant. Et également donc la qualité de l'enseignement, surtout par rapport à ça, parce que je me disais au départ que l'enseignement que je vais acquérir en Turquie est nettement supérieur par rapport à l'enseignement que moi j'avais ici dans ce pays. Donc voilà des raisons qui m'ont poussé à partir. Et autre chose qu'il faut souligner, c'est la diversité culturelle de la Turquie. Okay. Vous savez, la Turquie est à cheval entre l'Europe et le Moyen-Orient, donc l'Europe et l'Asie. Compte tenu de cette situation tout à fait stratégique, la Turquie devient de facto un carrefour de cultures. Donc c'est toutes les cultures à la fois européennes et du Moyen-Orient qui se rencontrent en Turquie. Donc j'ai cette opportunité de me forger une certaine personnalité par rapport à cette diversité culturelle. Et également, voilà, grosso modo, je vais dire, les raisons qui ont fondé ma décision de partir étudier à l'étranger et plus précisément en Turquie. Comment se déroulent vos études en Turquie? Bon, mes études en Turquie, dans l'ensemble, ça se déroule hyper bien. Il faut s'en féliciter parce que je n'ai pas connu assez de problèmes, que ce soit en matière d'intégration, que ce soit également en matière d'intégration seulement sur le volet académique. Il faut dire que quand j'étais parti en 2014, il m'a fallu passer une année
de classe préparatoire. Donc c'est une obligation quand on arrive nouvellement en Turquie en tant qu'étudiant. Il faut passer une année de langue turque. Il faut apprendre la langue parce que, je le rappelle ici à nos millions d'auditeurs qui nous suivent présentement, la langue d'enseignement en Turquie, ça peut différer d'un département à un autre, mais la grande partie, l'enseignement est dispensé en langue turque. Donc il faudrait passer par cette étape et après l'anglaise. Et actuellement, je suis en troisième année. Je passe donc pour la 4e année. Et ça va, ça se passe hyper bien. On s'intègre très très bien le pays d'Erdogan. L'intégration, ça a été comment pour vous, Guinéens, qui sortez pour la première fois pour aller, par exemple, dans un pays comme la Turquie? Ça a été comment l'intégration? Bon, au départ, vous savez, comme toute autre personne qui quitte le pays, il y a ce chagrin qui nous tient dans la tête. Il y a aussi cette chaleur qui nous manque. Vous savez, en Afrique, on a cette espèce de convivialité qui nourrit les relations humaines. On peut ne pas retrouver cela quand on quitte la famille, vous voyez. L'essentiel pour nous, c'est justement d'être conscient de cet état de fait et de se dire qu'on est là pour un objectif. À partir du moment où on se met cet objectif-là dans la tête, je crois que l'on s'arme des garde-fous possibles pour pallier à cette éventualité de problèmes liés à l'intégration. Donc du coup, moi, vu que je me suis très vite approprié des compétences en matière linguistique, donc cela m'a permis d'avoir un large réseau, on va dire, d'amis turcs, parce qu'il faut le rappeler ainsi. Je vais essayer de porter vigoureusement cela dans mon intervention. Les Turcs, c'est un peuple très très hospitalier. Les Turcs, ils sont chaleureux. Voilà, il faut s'en féliciter. Donc, ce n'est pas comme certains pays, on ne vit pas le racisme à part entière. Il faut saluer ceci. Et je crois que cela a beaucoup plus facilité notre intégration en Turquie. Justement, vous avez fait 3 ans, vous devez faire maintenant votre 4e année, vous l'avez dit. Et comment ça se passe, les opportunités en matière d'accès au stage, à l'emploi? Bon, par rapport au stage et à l'emploi, d'abord pour tous ceux qui suivent des cursus académiques, arrivé en Turquie, il y a une obligation au cours du cycle, donc de faire des stages. Si toutefois l'étudiant en question ne fait pas ces stages-là, je crois qu'il sera dans l'impossibilité de s'approprier de son diplôme. Donc du coup, il ne peut pas réussir son cycle académique. Donc le stage, il est obligatoire. Et il y a tout un mécanisme qui est mis en place par les universités concernées pour permettre à l'étudiant d'être en rapport avec le monde socio-professionnel. Donc du coup, il y a des recommandations qui sont faites en amont. Donc il y a l'étudiant qui est guidé, qui est orienté, qui est conduit vers le monde professionnel pour le permettre d'acquérir ces différentes aptitudes nécessaires justement à la définition de son parcours professionnel. Donc ça, c'est dans le cadre du stage. Dans le cadre de l'emploi également, en Turquie, nous avons des étudiants qui travaillent, même si ce n'est pas à temps plein, parce que c'est très difficile parfois de concilier les études avec le travail. Ce n'est pas tout à fait évident de suivre les 2 lièvres à la fois, vous voyez. Donc l'emploi aussi, c'est possible de travailler en Turquie. Maintenant, par rapport à d'autres opportunités, toujours sur le plan de cet emploi-là, il faut dire qu'avec l'excellence des relations bilatérales entre nos 2 pays, la Turquie et la Guinée, nous avons cet avantage-là, on va le dire ainsi, qu'il faut saluer également, d'être approchés par les entreprises turques évoluant ici en Guinée pour nous permettre de venir dans notre pays, de travailler et de participer à l'édification d'une Guinée que l'on veut tous unie et prospère. Justement, vous êtes parti en Turquie avec des bourses, mais il y a d'autres qui sont en Turquie là-bas, des Guinéens, des étudiants qui sont partis grâce à des fonds débloqués par leurs parents ici, payés à des agences. Quand ces gens-là arrivent sur le terrain, comment ça se passe avec ces personnes? Parce qu'on a appris qu'ils ont des difficultés. Voilà, c'est une question très très pertinente. C'est l'objet même de
mon intervention ici sur vos ondes, il faut dire que je fais partir d'un bureau qui gère les ressortissants guinéens en Turquie, toutes catégories confondues. Que vous soyez étudiant ou pas, notre bureau qui fut constitué, il faut le rappeler ici, en novembre 2017, lorsque le ministère des Guinéens de l'étranger avait voulu à l'époque mettre en place le Haut Conseil des Guinéens de l'étranger. Donc au sein de notre plan d'action, nous avons essayé d'inscrire en première ligne une campagne de sensibilisation à l'endroit des futurs candidats aux études en Turquie qui sont présentement en Guinée. Et ce qu'il faut déplorer, c'est qu'il y a un vaste réseau d'arnaques, il faut l'appeler ainsi, qui est institué ici à partir de Conakry. Il y a des agences qui retirent des sommes assez colossales, faramineuses, pour juste des inscriptions dans des universités turques. En réalité, la procédure d'inscription, elle est très très facile, surtout avec le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le futur candidat peut, à travers une connexion Internet, même si par endroit elle n'est pas tout à fait rapide, c'est qu'il faut déplorer, à travers cette connexion, le candidat peut s'inscrire personnellement sur le site de l'université en question. Et il faut encourager cette inscription personnelle, pas à travers les agences. Pourquoi ? Parce que cela nous permet d'avoir une sûreté des informations que vous faites parvenir à l'université. Voilà. Et cela également permet aux futurs candidats à avoir une économie de dépenses, parce que la somme que vous devez débourser pour les agences, vous pouvez retenir cette somme-là pour vos dépenses éventuelles, certainement, quand vous aurez le visa pour partir en Turquie. Vous voyez. Mais quand vous évoluez avec les agences, je ne suis pas là en train de casser le business de ces agences-là. Mais il faut en parler, parce que je suis là pour combler. Effectivement, vous êtes sur le terrain. Ouais. Effectivement, je suis là pour combler ce déficit d'information-là. C'est l'objectif même de l'émission. Voilà. Il faut en parler. Voilà. Il faut dire que quand vous évoluez avec les agences, il y a assez de personnes qui s'inscrivent à travers les agences. Il peut y avoir une permutation des informations. On peut inscrire une identité de Hamidou Kala à la place de l'identité de M. Baldé. Peut-être, vous voyez. Donc il y a également, à partir des agences, une vente d'illusions qu'il faut dénoncer. Vous savez, il y a assez d'agences, il y a assez de personnes. Certaines sont installées là-bas en Turquie, qui vendent des illusions, qui disent aux étudiants qui s'inscrivent qu'une fois arrivés en Turquie, même en étant étudiant privé, que vous aurez la bourse, ce qui n'est pas du tout vrai. Je le rappelle ici, il n'y a qu'une seule bourse qui est en Turquie, c'est la bourse du gouvernement turc, et par endroit la bourse offerte par des organisations philanthropiques. Donc quand vous partez au compte du privé, il faut vous attendre à ce que vos charges personnelles soient imputables, soit à votre famille ou soit à vous, en fonction de votre aisance financière. Voilà. Et il faut dire que la procédure d'inscription, d'accord, donc il y a deux manières, comme je l'ai dit tantôt. Étudiant boursier du gouvernement turc, c'est ce qu'il faut saluer, c'est ce qu'il faut encourager. Et cette bourse, elle s'obtient à travers l'excellence de la note du candidat en question. Au bac. Voilà, au bac. Il faudrait avoir à la limite 14,50 si j'ai bonne mémoire. Donc avec un âge aussi qui n'est pas tout à fait avancé, parce qu'on priorise la jeunesse, effectivement. Voilà, et donc vous êtes boursier de l'État, vous avez une gratuité sur toute la ligne. Il faut dire que même les billets d'avion pour partir en Turquie sont financés au compte de l'État turc. Donc vous n'avez rien à payer, vous n'avez qu'à emballer votre petite valise et partir en Turquie. Donc c'est cela qu'il faut encourager, c'est cela qu'il faut soutenir. Maintenant, ceux qui partent au compte du privé, il faut dire en amont qu'il devrait y avoir une préparation financière, parce que c'est les finances qui soutiennent les études. On ne peut pas étudier si on n'a pas d'argent. En Turquie, actuellement, au sein de notre bureau, on a assez de réclamations par rapport à ça. Il y a des personnes qui sont parties et croyant qu'ils auront la bourse, et pourtant ils sont dans le privé, vous voyez. Donc ils se retrouvent dans une condition qui les oblige à travailler, et finalement ils n'arrivent pas à concilier le travail et les études. Et du coup, en ce qui concerne une ville particulière en Turquie qu'on appelle la ville de Moula, il y a assez d'étudiants guinéens, vous voyez, qui étaient partis, on va le dire ainsi, qui ont été arnaqués parce on les a vendus des illusions. Donc ils sont partis, ils étaient obligés de travailler et de sécher les cours. Et finalement, l'université a adressé une note
à la sécurité qui gère donc les étrangers pour dire que ces étudiants qui sont là, ils ne sont pas venus pour étudier. Et du coup, ils tombent dans l'illégalité parce qu'on est dans l'impossibilité justement de renouveler leur carte de séjour. Voilà des problèmes auxquels sont confrontés les étudiants guinéens. Comment votre bureau gère tout ça? Bon, à notre niveau, il faut dire que le bureau n'a qu'un pouvoir seulement d'intermédiaire. Nous servons donc de pont de liaison entre la communauté et l'ambassade. Nous ne faisons que remonter les informations préalablement reçues au niveau des autorités de l'ambassade. C'est à l'ambassade, encore une fois, de gérer, de diligenter les différentes affaires. Vous voyez ? Voilà, nous, on n'a pas un pouvoir d'exécution par rapport à ça. Maintenant, parlons des conditions de vie des étudiants guinéens là-bas. Les étudiants guinéens, on ne va pas dire qu'ils vivent dans le beurre. On ne peut pas l'affirmer ainsi. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a eu déficit d'information au départ. Le problème, il est centré au niveau des étudiants privés. Certains sont partis, ils ne connaissaient même pas qu'ils allaient étudier en langue turque. Certains sont partis croyant que même ils allaient étudier en langue française. Voilà le début de la désillusion. Tu t'es trompé. Effectivement. Depuis Conakry. Depuis Conakry, on les dit qu'en partant en Turquie, vous pouvez étudier en français. Il faut rappeler ici, en Turquie, il y a une seule université qui dispense des cours de français, c'est l'université de Galatasaray à Istanbul, qui est le fruit d'un consortium d'universités françaises et turques. Et cette université, généralement, les conditions d'accès sont assez rigoureuses, il faut le rappeler ici. Donc, les étudiants, ils essaient de joindre les deux bouts. C'est difficile parfois, mais je crois qu'avec l'abnégation personnelle de l'étudiant, il peut s'en passer de ces différentes difficultés-là. Voilà. Hamidou Kalamba est membre du bureau du point focal des ressortissants guinéens en Turquie et notre invité dans l'émission Parlons-en de ce mardi. Monsieur Ba, c'est vrai, vous êtes des boursiers de l'État, vous êtes des boursiers en Turquie. Les autres étudiants qui vont dans la clandestinité pour des études, pas dans la clandestinité avec les agences qui les arnaquent. Aujourd'hui, quand vous saisissez l'ambassade, comment est la réaction de l'ambassade concernant ces étudiants? Est-ce qu'ils sont rapatriés à Guinée? Est-ce que l'ambassade les assiste? Est-ce que, quand ces étudiants tombent par exemple malades ou bien ils ont des problèmes avec la sécurité, comment votre bureau et l'ambassade gèrent tout ça? Bon, il faut dire que ces étudiants qui sont partis au compte du privé n'ont commis aucun crime, donc ils ne sont pas, je veux dire, dans une espèce d'illégalité. Le problème c'est quoi? C'est qu'on leur a vendu d'illusions et finalement on ne voit pas le rêve qu'ils leur ont vendu. Voilà, c'est là le véritable problème. À notre niveau, comme je l'ai dit, nous faisons remonter les informations au niveau de l'ambassade. Et l'ambassade, à son niveau également, gère tant bien que mal les problèmes. Je ne veux pas là jeter du discrédit par rapport à tout ce que l'ambassade est en train de faire pour nous. C'est le lieu de saluer justement son excellence Daouda Bangoura, qui ne ménage aucun effort dans ce cadre-là. Vous savez, le problème, il est à quel niveau? Beaucoup d'étudiants, ils ne partent pas pour étudier, ils partent pour passer vers la Grèce. Vous voyez? Donc c'est très difficile. Voilà, c'est très difficile de gérer ces étudiants-là parce que on ne peut pas justement changer leur appréhension de la chose. Ce qu'on peut seulement faire, c'est justement de lancer ces campagnes de sensibilisation-là. Parce que nous, la cible principale, c'est ceux-là qui sont prêts à... Invité dans l'émission Parlons-en, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent appeler dès maintenant au 621 222 222 ou au 654 911 912 pour poser des questions, surtout les jeunes, à Hamidou Kalam. Monsieur Kalam, vous êtes membre de l'association des Guinéens, le membre de l'association des Guinéens vivant en Turquie. Comment se portent vos compatriotes qui ne sont pas des étudiants, des autres Guinéens qui sont en Turquie? Bon, en ce qui concerne les Guinéens qui ne sont pas étudiants, parce que moi, je n'aime pas les appeler des migrants,
compte tenu du caractère un peu péjoratif que cela peut avoir. Voilà, on va leur dire des Guinéens qui ne sont pas étudiants. Des Guinéens résidents. Voilà, des Guinéens résidents, pas des migrants, parce que ça a un caractère un peu péjoratif. Je suis d'accord. Voilà. Ces gens-là, ils sont partis pour se chercher, hein? D'accord? Ils ont fui la misère de Conakry dans la plupart des cas. Ils sont partis chercher le bien-être. Il faut saluer leur bravoure, il faut saluer leur courage. Dans la plupart des cas, il y a des entrepreneurs parmi eux. Il y a des gens qui évoluent dans le monde des affaires. Il y a des gens qui servent d'intermédiaires entre les hommes d'affaires ici guinéens qui partent en Turquie et avec également les hommes d'affaires turcs. Donc ils servent de pont de liaison dans le cadre justement de la traduction parce qu'ils comprennent le français et la langue turque également. Vous voyez? Donc ils font d'excellents boulots à Istanbul parce que c'est généralement la principale, on va dire, location de ces Guinéens, c'est le lieu de résidence privé par ces Guinéens-là. Ils sont tous à Istanbul. Certains font des travaux de transfert d'argent, certains évoluent dans le transport, donc la logistique. Si vous avez des colis à transporter vers Conakry, ils sont dans les affaires, ils peuvent vous aider. Il faut saluer leur bravoure. C'est des Guinéens qui essayent tant bien que mal justement à joindre le debout, même si par endroits c'est très difficile vu que nombreux sont ceux qui n'ont pas la fameuse carte de séjour qu'on appelle Ikamet en Turquie, mais malgré donc le fait qu'ils vivent dans l'illégalité, la majeure partie d'entre eux, on va le dire ainsi, puisqu'ils n'ont pas la carte de séjour, mais ils essayent quand même de se chercher, de faire des activités génératrices de revenus, de soutenir leurs propres familles qui sont à Conakry. Justement, c'est vrai, ils soutiennent. Comment aujourd'hui vous appréciez la coopération entre la Guinée et la Turquie? Bon, il faut saluer l'excellence de cette relation diplomatique. Ça vous aide un peu là-bas? Bien sûr, voilà. Et il faut dire que l'excellence de cette relation diplomatique-là a permis, entre autres, aux étudiants guinéens en Turquie, à un passé récent, d'organiser un concert des artistes de Gijforstri et Kandiakora pour vendre l'image de la culture guinéenne en Turquie. Et c'était à l'initiative de l'association des étudiants guinéens en Turquie en relation avec l'ambassade de Turquie à Conakry. C'est ici pour moi l'opportunité de saluer la bravoure de Madame l'ambassadeur, son Excellence Nour Saman, qui n'avait ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement-là. Voilà. Et il faut dire que cette relation se porte hyper bien entre la Turquie et la Guinée. Vous voyez, il y a une ruée importante d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires turcs avec vers la Guinée. Voilà. Même partout où je suis passé actuellement, on me dit que Kala, certainement, tu es venu ici pour travailler avec les Turcs. Vous voyez, il faut s'en féliciter. Ils sont nombreux quand même des Turcs aujourd'hui qui s'investissent surtout dans l'hôtellerie. Vous savez, à la différence certainement des autres pays, les Turcs ils viennent pour travailler, même si c'est dans d'autres conditions. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, je ne suis pas politique. Moi, j'essaie de porter un regard un peu positif sur cette relation-là, parce que les Turcs qui viennent travailler, ils emploient des Guinéens. Vous voyez, quand vous voyez ici le restaurant Istanbul à Conakry, vous serez en mesure de dire qu'il y a des Guinéens qui y travaillent. Ça permet... Mais quand même, ils emploient des Guinéens. Effectivement, il faut s'en féliciter. Voilà, c'est une très bonne chose et les relations se portent très très bien. Surtout qu'il y a une amitié qui ne dit pas son nom entre le président Erdogan et le président Alpha Condé de la République de Guinée. C'est des amis qui s'entendent très très bien. Voilà, donc cela a permis entre autres de parvenir à cette excellence de cette relation bilatérale. La Turquie est une ville de transit pour beaucoup de migrants aujourd'hui. Vous qui vivez en Turquie, comment ça se passe? Quel est votre regard sur cette question d'actualité concernant la migration? Vous savez, l'immigration clandestine est devenue de nos jours un sujet crucial. Vous voyez, donc c'est toutes les nations du monde qui sont impliquées dans la résolution de cette question. Les causes, elles sont importantes, elles sont variées.
en réalité, nous avons en Afrique de façon générale une absence notoire de services sociaux de base, ce qui encourage ici, ce qui essaye de remonter l'appétit de ces jeunes-là de voir ailleurs. Vous voyez, il y a également une gouvernance chaotique partout en Afrique, il faut le dire ainsi, et cela impacte négativement la qualité de l'emploi. Vous savez, quand il n'y a pas de production de richesse, donc on ne peut avoir un emploi, et quand il n'y a pas d'emploi, on ne peut retenir les jeunes. Donc c'est ce qui pousse les jeunes à partir, vous voyez. Et ici, au niveau du bureau du point focal des ressortissants guinéens en Turquie, à notre niveau, nous gérons des cas d'arrestation de migrants qui ont quitté la Guinée. Il y a un vaste réseau qui est organisé à partir de Conakry. C'est le trajet Conakry-Istanbul, Istanbul-Téhéran, donc Turquie, pour partir en Grèce, donc pour rejoindre l'Europe. Il faut dire que il se dit à travers les personnes concernées qu'on aurait déboursé assez de sommes ici pour obtenir un visa de l'Iran, ce qui serait facile. Bon, je ne suis pas là en train de confirmer cette information, je mets ça sur le compte du conditionnel. Donc les gens, ils payent une importante somme pour avoir le visa iranien. Ils partent donc à Istanbul, ils transitent. Certains veulent même passer à partir de l'aéroport. Donc certains y sont arrêtés. Vous voyez, on a même traité le cas d'un jeune Guinéen qui était parti à Istanbul et qui voulait rentrer sur le territoire turc pendant qu'il ne détenait pas un visa turc, vous voyez. Donc ils partent en Iran, ils sont livrés à la merci des passeurs. Des passeurs sans scrupules, des passeurs qui retirent des sommes très importantes et qui les promettent monts et merveilles pour passer d'un moment à l'autre vers la Turquie, ce qui n'est pas du tout facile. Arriver en Iran, quand vous ne détenez pas la carte de séjour iranienne, vous êtes donc dans la difficulté de se mouvoir. C'est très difficile de se mouvoir quand vous n'avez pas la carte de séjour iranienne. Je vous dis là des informations que nous avons à notre disposition et il faut dire que surtout si c'est en hiver, vous voyez, il y a assez de problèmes. Il y a des Guinéens qui empruntent donc cette voie terrestre-là de l'Iran vers la Turquie, vous voyez. Voilà. Et généralement, c'est les ressortissants des pays du Moyen-Orient qui empruntent cette voie. Et si à notre niveau, au niveau du bureau du point focal, on se rend compte qu'il y a des Guinéens aussi qui prennent cette route-là, je crois que c'est quelque chose qui est à déplorer, c'est quelque chose qui est à dénoncer, vous voyez. Il faudrait inciter les jeunes à rester au pays, même si par endroits les conditions ne sont pas aussi bonnes que ça, mais il n'y a pas mieux que ce soit. Vous voyez, il y a le dicton Peul qui dit Koma Bourama. Donc il faudrait que l'on essaye de penser en grand et que savoir qu'il y a aussi une opportunité de réussir dans ce pays. Donc les Guinéens qui partent en Iran, ils sont arnaqués aussi. Ils sont mis dans des camions de déménagement, d'accord, pour passer la frontière et arriver donc en Turquie. Certains sont arrêtés, certains continuent le périple vers la Grèce. Certains s'établissent donc en Turquie, ne disposant pas la carte de séjour ICAMET, donc ils sont livrés également à d'autres problèmes parce que c'est très difficile de vivre dans l'illégalité dans un pays étranger. La carte de séjour, c'est un peu le passeport pour toutes les opportunités. Et quand vous n'avez pas cette carte de séjour-là, c'est hyper difficile, c'est très très difficile pour vous Est-ce que les Guinéens, par exemple, réussissent dans cette migration? Ils cherchent à passer et des fois ils réussissent. Bon, il y a certains qui passent. Il y a certains qui passent. Il y a certains qui passent, mais moi je ne vais pas encourager cela. Évidemment. Voilà, moi je suis là dans l'optique justement de réduire ce flux migratoire. Donc il y a des Guinéens qui réussissent, mais ce qu'il faut parler, et ce qu'il faut dénoncer, c'est qu'il y a des Guinéens qui souffrent beaucoup. Pourquoi? Par la complicité des passeurs également qui sont établis à Conakry et qui sont établis en Iran. Vous voyez, surtout qu'on ait déboursé une somme aussi importante, des milliers d'euros. 10 000 euros deux fois. Voilà. Ces 2 000 euros-là auraient permis peut-être à créer une activité génératrice de revenus à partir de Conakry. Voilà. Hamidou Kalamba, étudiant guinéen en Turquie, est notre invité aujourd'hui ici dans l'émission Parlons-en. Monsieur Kala, aujourd'hui, quel conseil avez-vous à donner à ces jeunes qui veulent partir, par exemple en Europe, mais en passant par la Turquie pour rejoindre l'Europe? Les conseils ne finissent jamais.
Le problème, est-ce que les jeunes acceptent ces conseils-là? Vous savez, le problème... Vous êtes sur le terrain quand même. Voilà, le problème c'est quoi? C'est qu'en Afrique, il y a une mentalité qui se développe. Cette mentalité accrédite l'idée selon laquelle il est impossible de réussir chez nous. Ça, il faut donc essayer de changer les mentalités. Ceux qui disent qu'il est impossible de réussir chez nous, il faut les forcer, d'accord, à changer de mentalité. Il faut accroître en amont une campagne de sensibilisation. Il faut leur dire qu'il est très bien possible de réussir ici en Afrique, parce que les opportunités ne finissent jamais. Vous voyez, ne serait-ce qu'à voir de près, d'accord, l'affluence des investisseurs étrangers vers nos pays. Donc ceci dit que nous avons toute la possibilité de réussir ici en Afrique. Donc il faut ici inciter les gouvernements à accroître des politiques incitatives à l'entrepreneuriat juvénile. Parce que les jeunes, ils partent parce qu'ils n'ont pas d'emploi, vous voyez. Et s'il n'y a pas d'emploi, on ne peut les retenir. Donc il faut créer de l'emploi. Et pas seulement dans les grandes métropoles comme à Conakry. Il faut essayer de les retenir aussi à l'intérieur du pays. Parce que souvent, ils quittent là-bas pour venir à Conakry, traverser. Voilà. Donc c'est une chaîne. Hein, c'est une chaîne. Il faut essayer de freiner la chaîne dès au départ. Il faut essayer de créer des opportunités d'emploi à partir de l'intérieur du pays, à Conakry, pour justement ne pas permettre les jeunes de partir. Parce que je vous assure que quand moi je reçois un salaire qui me permet de vivre très très bien à Conakry, je ne vois pas la raison de partir de l'autre côté de la France ou bien de l'autre côté de la Turquie. Justement, aujourd'hui, beaucoup sont là-bas, des Guinéens qui ont des problèmes de renouveler leurs papiers. Ils sont obligés de débourser 1 000 euros, 2 000 euros pour venir à Conakry. Aujourd'hui, quel est le message que vous avez? Parce que quand même, il y a un ministère en charge des Guinéens de l'étranger. Aujourd'hui, quel est votre message à l'endroit du département en charge des Guinéens de l'étranger? Voilà, il faut essayer de déplorer cela. Je condamne vigoureusement cette attitude qui permet de priver les Guinéens de l'étranger de renouveler leur passeport à partir de leur pays de résidence. C'est très malheureux qu'à partir de notre pays de résidence, que l'on ne s'approprie pas de cette identité. On est quand même Guinéen, on devait nous permettre quand même d'acquérir le passeport ou bien de renouveler notre passeport à partir de notre pays de résidence. Mais il va falloir que l'on débourse des sommes importantes. Parfois le billet se chiffre à des milliers de dollars, 1 000 $ par exemple pour quitter la Turquie pour Conakry. Aller-retour. Voilà, aller-retour pour juste le renouvellement d'un passeport. C'est assez coûteux. On aurait pu quand même éviter cela, ne serait-ce qu'à créer une certaine un certain service dans les ambassades pour justement pallier à toutes ces éventualités de déplacement de ces pays de résidence vers la Guinée. Vous voyez, donc c'est l'endroit ici de demander, donc de poser une doléance auprès du ministère de tutelle, donc du ministère de la Sécurité, n'est-ce pas? Voilà, pour qu'on nous permette à partir de l'étranger d'obtenir des passeports biométriques ou bien d'être dans une possibilité de renouvellement de nos passeports. On a appris même que d'autres perdent leur emploi à cause de ça parce qu'ils n'arrivent pas à renouveler leur passeport. Voilà, c'est un très grand problème auquel on est confronté quand on est à l'étranger. Et ça aussi, c'est compte tenu on va dire du caractère caduque un peu de notre administration. Vous savez, quand l'administration n'est pas performante, c'est ce genre de problème qu'on a à notre niveau. Donc il faudrait essayer de redynamiser un peu ce service des passeports biométriques, que cela soit élargi au niveau des ambassades et que les Guinéens ne perdent pas leur travail et que les Guinéens n'essayent pas de changer leur emploi du temps pour juste venir avoir un passeport ici à Koléa, ici à Conakry. C'est vrai, vous êtes à Conakry et dans le cadre des préparatifs de l'organisation du forum de l'étudiant guinéen au Maroc. Ça vise quoi? En Turquie. En Turquie, pardon. Ça vise quoi? Quel est l'objectif? Est-ce que c'est pour rapprocher un peu les Guinéens qui ont fini les études là-bas pour revenir en Guinée? Quel est l'objectif réel? Bien, au niveau du bureau du point focal des ressortissants guinéens en Turquie, dans notre plan d'action, on a inscrit en première ligne, comme je l'ai dit tantôt,
l'organisation du forum de l'étudiant guinéen en Turquie, c'est aussi à l'initiative de l'association des étudiants guinéens. Donc c'est une sorte de co-organisation qu'on va développer. Voilà, ce forum a pour objectif fondamental d'essayer de mettre en rapport, d'accord, les étudiants guinéens qui évoluent en Turquie et les entreprises évoluant ici dans ce pays, que ce soit les entreprises turques ou les entreprises guinéennes. Vous savez, en Turquie, on a assez de profils variés. Il y a des étudiants qui évoluent dans le domaine de l'ingénierie minière, il y a des étudiants qui évoluent dans le domaine même de l'aéronautique. À Ankara, il y a des Guinéens qui font des études spatiales, vous voyez. Donc les profils sont assez variés. Il y a des étudiants aussi dans le domaine de la médecine. Donc il faut créer ce pont-là, ce cadre qui permet à l'étudiant de vendre son profil à l'entreprise. Donc c'est une sorte, on va dire, d'orientation de l'étudiant guinéen là-bas en Turquie, parce qu'il sera en face de l'entreprise, de la compagnie, qui va essayer de le guider, qui va essayer de lui donner beaucoup plus de paramètres lui permettant justement de s'intégrer très très facilement dans le monde professionnel. Et certainement à l'issue de ce forum-là, on peut parvenir à la signature des contrats de travail, pourquoi pas. C'est cela qu'on souhaite. Al-Barak, c'est la société turque. Je voudrais que l'on passe là. Non, c'est pas. Je ne parle pas un peu de ça, des polémiques autour de l'attribution du port autonome de Conakry. Je voulais savoir, aujourd'hui, des sociétés des Turcs s'installent en Afrique. Est-ce que vous, les étudiants guinéens, comme Al-Barak par exemple, vous, les étudiants guinéens qui étudient, par exemple, dans leur pays, et que s'ils veulent s'installer dans les pays africains, est-ce qu'on vous consulte pour venir travailler dans ces pays? Parce que c'est ça aussi l'important. Quand vous partez étudier, revenir dans le pays et servir la Guinée. Raison pour laquelle je remercie le bon Dieu d'avoir étudié en Turquie. Voilà, parce que en Turquie, les entreprises qui viennent évoluer en Afrique, elles ont de bons rapports, d'accord, avec les étudiants, que ce soit des étudiants tchadiens, marocains, ougandais, sénégalais et guinéens, en ce qui nous concerne. Donc, il y a beaucoup de Guinéens qui évoluent avec eux, les chefs d'entreprise turcs, dans le cadre, ne serait-ce que la traduction, parce que nous comprenons à la fois le français et la langue turque, donc on évolue très bien avec eux. Il y a des opportunités de travail qui s'imposent. Il y a des opportunités de travail à saisir par ces étudiants. Mais justement, il s'agit là pour l'étudiant, encore une fois, de faire preuve de sérieux vis-à-vis de l'opportunité, et derrière, il va justement la saisir. Et vous êtes parti pour des études. Aujourd'hui, bientôt, vous allez finir. Vous avez dit que vous êtes pour votre 4e année là-bas. Effectivement. Quel est votre projet après? Bon, le projet dont je dispose sur le plan académique, c'est après la licence. Vous étudiez en communication. Effectivement. Effectivement, après la licence, donc je compte faire un master en gestion des ressources humaines, Inch'Allah, comme on le dit. Donc c'est cela mon projet sur le plan académique. Sur le plan maintenant, on va le dire, projet pour votre pays. Un tout petit peu professionnel. Je compte établir ma propre boîte avec les amis, voilà. Venez servir votre pays, je pense. Voilà, servir le pays, c'est très important parce que nous sommes partis dans ce but-là. Donc on va revenir en rapport avec les autorités ici présentes, en rapport avec les entreprises ici présentes pour justement servir la Guinée. Parce que c'est cela qui doit être le credo de tout jeune qui part à l'étranger. Revenir et servir, participer à l'édification de la Guinée que l'on veut tous prospère. Vous êtes là-bas en Turquie depuis 3 ans. Est-ce que depuis que vous êtes parti, c'est la première fois que vous êtes revenu en Guinée? C'est ma première fois. Ça fait 4 ans de cela que je suis. Comment vous trouvez la Guinée sur le plan social, économique? La Guinée, je sais pas, c'est très très difficile parfois de porter un regard sur ce pays-là, parce que si on tombe dans le négativisme, d'accord, c'est un peu dénigré. Quand même, il y a une réalité. C'est un peu dénigré. Voilà, c'est un peu dénigré son pays, vous voyez. Non, c'est pas dénigré. Voilà, mais c'est que je voudrais dire. Ça va pas. Voilà. Parler. C'est que je voudrais dire ici. Comment vous trouvez? Parce que vous avez 3 ans à l'extérieur de la Guinée. Vous êtes maintenant dans votre pays. Est-ce que, oui, la Guinée a changé, ou bien depuis 3 ans, la Guinée, selon vous, on va dire que la Guinée est en voie de changement. Parce que je rappelle, vous avez quitté en Guinée. Voilà. Parce que Ebola a frappé vraiment le pays. Voilà, la Guinée est sur la voie du changement. La Guinée
même si les conditions... Il y a eu des efforts quand même. Voilà, il y a eu des efforts. Hein. J'ai apprécié une chose, c'est qu'il y a la desserte en courant électrique actuellement très favorable. Mais ce qu'il faut déplorer, c'est que les conditions sociales se dégradent à un niveau très avancé. Ouais. Les crises syndicales, les crises sociales s'accentuent, les crises politiques s'accentuent également. Et il y a aussi la cherté de la vie. Ouais. Le Conakry est devenu de plus en plus une ville très chère. Ouais. Je me rappelle à l'époque qu'il était facile, je crois, de se déplacer avec 1000 francs. Hein. Voilà, actuellement c'est 2000, je crois bien. 1500. Voilà. Donc c'est devenu de plus en plus cher et il y a une recrudescence de l'insécurité. Parce que quand parfois j'ai envie de sortir la nuit, on me dit que derrière il y a les bandits qui peuvent t'attraper. Donc il y a une insécurité galopante qu'il faut déplorer. Il y a aussi cette difficulté de se mouvoir à Conakry. Les embouteillages sont rocambolesques. Voilà, c'est le lieu aussi d'interpeller les différentes personnalités qui s'occupent de la circulation dans la ville de Conakry. Il faudrait que l'on soit à mesure actuellement de changer, ne serait-ce que le plan de circulation pour permettre à tout le monde de se mouvoir. Imaginez que des cas d'urgence se présentent et que vous êtes dans un embouteillage. Voilà, surtout, comment est-ce que vous pouvez même sauver des vies? Il y a des ambulances qui ne peuvent même pas se déplacer à Conakry. C'est très déplorable. Est-ce que, Kalan, honnêtement, vous croyez à l'avenir de la Guinée? Je crois beaucoup à l'avenir de ce pays. Ouais. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus une jeunesse consciente, une jeunesse qui se réveille et qui évolue dans des mouvements associatifs, dans des mouvements de la société civile. Une jeunesse qui est consciente, du défi qui l'attend dans l'avenir, parce que l'avenir de ce pays appartient à la jeunesse. L'avenir de ce pays appartient à cette force motrice. Aucun pays ne peut se développer en mettant la jeunesse à l'écart, et surtout les femmes aussi. Voilà, moi je crois beaucoup à l'avenir de ce pays, compte tenu de la performance de ces différents jeunes dont je vous parle là, des mouvements associatifs, des plateformes de la société civile, et de l'excellence aussi de certains hommes politiques, de certains jeunes hommes politiques, on va le dire ainsi. Voilà. Vous avez une expérience aujourd'hui, nous sommes vers la fin de cette émission. Quel est votre message à l'endroit de cette jeunesse qui vous écoute, de ce jeune qui a envie vraiment d'être comme Kalan un jour? Pas comme Kala, peut-être pour preuve de modestie. Quand même. Kala, c'est une référence. Voilà. Et un jeune Guinéen qui fait la fierté de la Guinée. Et en Turquie, c'est une référence. Voilà, il faudrait que les jeunes ne perdent pas l'espoir en une Guinée unie et prospère. Certainement à l'horizon 2020 ou 2025, je n'en sais rien. Mais il faudrait que les jeunes actuellement puissent avoir l'espoir à l'avenir de ce pays. Ce pays, c'est pas parce que ça ne va pas aujourd'hui que ça ne va pas aller éventuellement. Ça va toujours aller, au fait. On nous a appris cela. On nous a appris à espérer. Donc, il faut continuer à espérer, mais pas espérer de façon biaisée. Il faudrait que, en amont aussi, vous entreprenez. Il faudrait inciter cette jeunesse-là à entreprendre, à avoir cet esprit d'entreprise, à avoir cet esprit générateur de revenus. Parce qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. On ne peut pas tout attendre de l'État. Demande-toi ce que tu as fait d'abord pour ton propre État. Tu peux même passer par des initiatives, ne serait-ce que pour l'assainissement de la ville de Conakry. Vous voyez? Donc, il faut inciter les jeunes à l'entrepreneuriat et cela va permettre justement de changer la donne. Voilà. Merci à vous, Kalan. Je vous remercie et je remercie également la technicienne. Voilà, et je salue nos millions d'auditeurs qui ont pris leur temps précieux pour nous suivre ici sur les ondes de la radio Lynx FM à travers l'émission Parlons-en. Merci Hamidou Kalamba, membre du bureau du point focal des ressortissants guinéens en Turquie, était notre invité dans l'émission Parlons-en. Merci à Yariatou Diallo, à Laila Bari qui ont conduit cette émission à la technique. Thierno Alfebrema Baldé était là pour la présentation. Vous pourrez suivre la rediffusion de cette émission aujourd'hui même à 23h et demain à 16h sur Lynx FM 91. Vas-y, Ariel.